Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Dima Atlas Football avec vous Ilyes et Saïd, mon invité de marque pour cette première vidéo, cette toute première vidéo que je lance sur cette chaîne Dima Atlas. On va évidemment parler de l'actualité du football marocain sur cette chaîne et en ce qui concerne cette vidéo, on va revenir avant tout sur la Coupe du Monde 2026 qui vient de se terminer, non pas la compétition en elle-même, mais plutôt la compétition des Lions de l'Atlas qui se sont donc inclinés 2-0 face à la France et qui sont éliminés en quart de finale de cette belle compétition. Donc je vous le disais, pour cette première interview, franchement, j'ai un intervenant de choix en la personne de Saïd El Abadi, qui est journaliste, consultant franco-marocain et qui est auteur également du livre L'histoire du football africain. Bonjour Saïd et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Salut Ilyes, salut à tous. Merci à toi justement pour l'invitation. C'est un honneur. Je suis très content de te retrouver et ça me fait très plaisir de partager ce moment avec toi et dans cette toute nouvelle aventure. Exactement, merci beaucoup, plaisir partagé, hein, je le disais en off, mais là je vais le dire aux personnes qui vont regarder cette vidéo. Je respecte beaucoup ton travail, je suis ce que tu fais, donc franchement ça fait plaisir de pouvoir m'entretenir avec toi. Bah, alors, justement, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo et qui peut-être ne te connaissent pas en détail, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton parcours et sur toi? Bien sûr, alors je suis journaliste sportif depuis une vingtaine d'années maintenant. Je travaille notamment pour le groupe Canal+ en France, également consultant pour d'autres médias, notamment africains. Et pour la faire courte, j'ai sorti un livre il n'y a pas longtemps, comme tu l'as très bien dit, l'histoire du football africain, où je raconte toute l'histoire chronologiquement du football sur le continent africain, son arrivée, son développement, etc., avec des focus sur les pays footballistiques, Maroc, Algérie, Égypte, RDC, Cameroun, tout ça. Donc, je me plais à le faire. Et puis, je pars à la rencontre justement du grand public pour dialoguer et parler de ça. Parfait, on peut se le procurer, notamment à la Fnac, c'est ça le livre? Ouais, Fnac, même en ligne, il est dispo partout. Parfait. Bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez foncer à la Fnac et dans les différentes librairies pour vous offrir l'histoire du football africain réalisée donc par Saïd El Abadi. Écoute, Saïd, tu es franco-marocain, donc forcément la première question, tu la vois venir à des kilomètres. J'imagine que tu as regardé le quart de finale entre la France et le Maroc. Malheureusement pour nous les Marocains, eh bien, on s'est incliné sur le score de 2-0, il faut le dire, face à une très belle équipe de France. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de la prestation des Lions de l'Atlas? Ah, j'étais un peu sur ma faim, justement, parce que quand tu termines une compétition, tu as envie que cette équipe, elle termine de la meilleure des manières. Et je trouve qu'on l'a peut-être pas fini de la meilleure des manières, et c'est ça qui est dommageable. Voilà, il y avait une technique qui a été mise en place par Mohamed Wabi, qui initialement semblait être la meilleure, parce qu'il fallait aspirer justement cette équipe avec ses quatre fantastiques. Hein, faut le rappeler quand même, il y a Mbappé, Olysée, Dembélé, alors c'est Doué ou Barcola, ça dépend, donc on peut même dire cinq fantastiques quand il y en a un qui entre en jeu. Donc c'était ça l'idée, c'était de les aspirer et ensuite contrer. Et on se rend compte que justement, on n'a pas réussi à contrer. Je pense on a eu une ou deux contre-attaques. Elles ont été tout de suite annihilées, stoppées, même tout de suite après la ligne médiane. Et ça a été. On a vite compris que ça allait être une rencontre assez longue pour les Lions de l'Atlas. Je trouve que il a manqué de fraîcheur physique. J'imagine que déjà rien que le fait d'avoir Saïbari ou Chadiri absent, tu changes. Donc c'est le jeu normalement d'une compétition. Tu dois avoir des joueurs pour modifier ton 11 de départ et ne pas compter seulement sa 11 de départ. Donc j'imagine que il y a le fait de ne pas avoir assez de bandes touches assez conséquents. Il y a la fraîcheur physique parce que mine de rien, les joueurs se sont pas mal baladés entre New York, Philadelphie. Enfin, non, je crois que c'était New York, Boston, Atlanta pour commencer. Et Monterrey. ensuite Monterrey. Et ensuite, tu remontes dans le Texas et tu reviens. Mine de rien, ça entre en compte. Donc, je pense qu'il y a tout ça. Et quand tu veux battre une équipe de France qui veut justement remporter cette Coupe du Monde, qui est championne 2018, qui est vice-championne du monde, faut pas être à 1000, à 100, 200, faut être à 1000%. C'est exactement ça. Alors c'est vrai que j'ai oublié de me présenter, moi pour ma part, moi je suis C'est vrai, on belgo-marocain. oublie. Tu oublies toujours quand même, c'est vrai. Je suis belgo-marocain, toi tu le sais, hein, parce qu'on s'est rencontrés sur pas mal d'événements, notamment des événements de sport de combat, parce que tu couvres aussi les sports de combat. Moi j'ai une chaîne YouTube où je parle principalement des sports de combat, et donc comme je te le disais en off également, le football c'est mon premier amour, et surtout l'équipe nationale du Maroc que je suis depuis une vingtaine d'années, donc je suis passé par toutes les phases les plus noires, malheureusement, du football marocain. On n'arrivait même pas à se qualifier pour une Coupe d'Afrique, enfin bref, je la fais courte. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que étant belgo-marocain, bah, malheureusement, j'ai pas trop d'affection pour cette équipe de France parce qu'il y a eu la désillusion
C'était quoi? C'était en 2018 avec la Belgique en demi-finale. Et puis, il y a ces coup pour coup en 2022 et 2026, la France qui bat le Maroc sur le score de 2-0. Mais je dois avouer qu'effectivement, c'est une très très belle équipe, comme tu l'as dit. Et justement, est-ce que ça trottait pas dans la tête pour toi des Lions de l'Atlas, des joueurs marocains et peut-être même du staff, le fait de se dire qu'on se retrouve face à la nation numéro un au classement FIFA, qui roule sur la concurrence, pardon, et qui va très certainement remporter cette Coupe du Monde. Est-ce qu'on n'est pas parti battu d'avance quelque part? Il y a peut-être ça, c'est vrai. J'ose espérer que non, déjà. Initialement, quand même, j'espère que non, que dans l'esprit de Mohamed Wahabi et du staff et même des joueurs, on ne s'est pas dit qu'on allait être éliminé tout de suite et qu'on allait quand même tenter le tout pour le tout, j'imagine. Parce que maintenant, dans cette équipe et même le mood en général de la Fédé marocaine et du Maroc en général, ce n'est plus de parler d'exploits, de tenter des exploits, c'est la performance et l'ambition. Donc j'espère que ce mot d'ordre est vraiment ancré dans les cerveaux des uns et des autres. Après. Évidemment, quand tu te retrouves face à une nation comme ça, dès les quarts de finale, tu te dis, est-ce que ça arrive pas trop tôt? C'est dommage. Est-ce que si on avait terminé premier, on serait reversé de l'autre côté, on aurait eu un parcours peut-être un peu plus simple, etc. Mais moi, j'ai tendance à dire aussi que quand tu veux être le meilleur, il faut battre les meilleurs. Donc, il faut quand même à un moment, ça va faire deux fois de suite contre les Bleus que tu perds, va falloir que la prochaine fois, tu arrives réellement armé, que tout ça te serve réellement de leçon, que ce soit pour les joueurs, que ce soit pour le staff technique. Mohamed Wahabi, c'est en gros, en même temps, c'est son premier véritable test. Oui, il a gagné la Coupe du Monde U20, mais je rappelle que c'est quand même que les U20, entre guillemets. Il faut souligner, c'est un excellent travail, on est très content. Mais c'est vrai qu'il a quand même une marche au-dessus. Et il faut montrer justement que cette expérience, elle est bonne, elle va leur servir et qu'ils vont revenir très vite, que dès la 2027, avec cette Coupe d'Afrique des Nations, ils seront prêts. Je pense que avec le regard, pas avec le regard, mais avec ce qu'il a dit en fin de rencontre, Mohamed Wahabi, il a expliqué que j'ai compris, j'ai vu que dans une compétition comme ça, il fallait avoir la profondeur de banc, il fallait avoir des joueurs prêts physiquement, etc., à entrer à tout moment. C'est ce qu'on voit avec les autres écuries. Quand tu vois les dernières équipes en lice encore, eh ben, en fait, tu vois que dès qu'il y en a un qui entre en jeu, il est aussi bon que celui qui était titulaire, voire même supérieur, et il apporte un plus. Je pense que pour cette équipe des Lions de l'Atlas, c'est ce qu'il faudra. Il faudra avoir des joueurs qui soient prêts physiquement, mentalement, à entrer en jeu à tout moment et à donner le meilleur. Ouais, c'est clair. Et effectivement, hein, je rebondis sur ce que tu dis. On affronte la France, on a affronté les Pays-Bas, on a affronté le Brésil aussi en poule. On est l'une des rares équipes qui, dès les quarts de finale, si pas la seule, avoir rencontré trois membres du top 10 du classement FIFA. Mais c'est en se frottant au meilleur qu'on devient meilleur, justement. Aujourd'hui, le Maroc, il est numéro 6 aussi au classement FIFA. Donc, c'est pas rien. Et puis, évidemment, même à la Coupe du Monde 2022, aux précédentes Coupes du Monde 2018, parce que, bon, il y a eu un moment, 20 ans de disette de 98 à 2018 où on n'a pas participé à des Coupes du Monde. Mais c'est vrai que c'est criant le fait que pour une équipe classée numéro 6 au classement FIFA, on manque de profondeur au niveau du banc. Et ce qui a historiquement aussi handicapé le Maroc, c'était un vrai numéro 9, un vrai buteur. Même si là, il faut dire que Wahabi, le fait qu'il ait replacé Saibari dans l'axe en tant que numéro 9, ça a fonctionné. Mais malheureusement, encore une fois, la profondeur de banc nous a fait défaut. Et puis les nombreuses blessures aussi qui ne nous épargnent à aucune compétition en fait. Ouais, tu as raison. Et puis c'est vrai que c'est symbolique ce numéro 9. Ça fait des années qu'on le cherche. Tu as très bien parlé de cette longue durée traversée du désert qu'on a connue. Ah, c'est vrai qu'on s'en rappelle, ça fait vraiment mal quand on s'en rappelle, mais on n'a jamais eu de véritable tueur Mhm. devant un attaquant qui est capable de faire mal, de marquer et d'être l'élément déclencheur qui va te permettre de qualifier. Euh, et c'est vrai que quand tu regardes ces équipes-là qui vont jusqu'au bout, tu as du Harry Kane en Angleterre, tu as Mbappé pour l'équipe de France. Alors, l'Espagne, c'est très particulier, ça fonctionne souvent sans véritable numéro 9, mais parce que c'est une équipe qui fonctionne comme ça depuis des années, on l'a vu. Alors, à moins qu'on devienne une sorte d'Espagne, ce que j'aimerais, hein, tant mieux, comme ça on pourrait remporter des titres et ce sera avec grand plaisir, mais c'est vrai qu'on a besoin de ce buteur. On l'a, mais il était blessé normalement, c'est Hamza Igaman qui est censé Ouais. être ce numéro 9 d'avenir, parce que avec sa saison à Glasgow, plus quand il est arrivé à Lille, on commençait déjà à le comparer à R9, Ouais. Ronaldo, brésilien, qu'on a très bien connu, Ilyes. Et ça, franchement, ça donnait envie. On a aussi le petit Zabiri, qui est champion du monde U20. On s'est dit que lui aussi, malheureusement, sa fin de saison avec Rennes, c'était pas ça. Donc c'est pour ça que Mohamed Wahabi l'a pas pris. Sur le banc, on avait qui? On avait Rahimi, qui Mhm. n'est pas vraiment le véritable neuf
qui peut faire sensation. Il va marquer son but, il va plutôt jouer à gauche, sur l'aile, etc. Et ça va être sympa, dynamique, mais c'est pas vraiment le neuf qui va t'apporter ce plus. On va parler aussi de Al-Kaabi, Ouais. Kaabi qui pouvait être ce numéro 9, mais on a l'impression que il est redevenu en deçà et que c'est pas celui qui fera le taf justement pour cette Coupe du Monde. Donc, on a les joueurs, on a le vivier à l'extérieur, on a tous ces jeunes, tous ces bons joueurs. Maintenant, il va falloir réellement construire quelque chose de solide et avoir ce fameux numéro 9 pour arriver dans les grandes compétitions avec quelqu'un qui fait peur. Un Erling Haaland, quoi, ce serait exceptionnel. Ah, ce serait incroyable, hein, franchement. Et c'est vrai que bon, on a énormément comparé Igaman à Ronaldo. Malheureusement, pour l'instant, il a surtout hérité des ligaments croisés. Je dis ça pour rire. C'est pas drôle, évidemment, Saïd, mais tu vois ce que je veux dire. On lui souhaite évidemment un prompt rétablissement. Malheureusement, aussitôt dans sa carrière, se faire les ligaments croisés, c'est pas quelque chose d'agréable, mais on espère vraiment qu'il saura s'imposer du côté de Lille. Et c'est vrai qu'avant de se Qu'il blesser, fasse il faisait une, quand qu'il même. fasse une R9 du coup, ouais, qu'il fasse une R9, qu'il se blesse et qu'il revienne au maximum. Et nous, on sera très heureux. Ah ouais, mais on compte énormément sur notre Hamza Igaman. En plus, encore une fois, toi et moi étant originaire de Rabat, lui qui je crois qu'il vient de Tmera à Ouais, la base. Il a joué exactement. à l'AS FAR de Rabat, puis après il signe à Glasgow et ensuite à Lille. Ouais, t'as parlé de Zabiri. Évidemment, on a également énormément d'espoir sur Zabiri qui malheureusement a été transféré au Stade Rennais. Il n'a pas eu l'occasion de laisser son talent s'exprimer. On a aussi Yanis Begraoui que Mohamed Daouahabi n'a pas décidé de convoquer. Et là, parlons justement de Mohamed Wahabi qui a la lourde tâche et la lourde responsabilité de succéder à un certain Walid Regragui qui, en quelques mois, a réussi à qualifier les Lions de l'Atlas pour une demi-finale historique en Coupe du Monde. C'était en 2022. Moi, je trouve qu'il a quand même fait des choix forts, Mohamed Wahabi, notamment de se passer des services de Youssef En-Nesyri qui, malgré le fait qu'il n'ait pas un style que les Marocains apprécient, ça reste le meilleur buteur encore à l'heure actuelle de l'équipe nationale marocaine. Il a aussi décidé de se passer des services de Sofiane Bouffal, qui nous a fait une Coupe du Monde 2022 aussi extraordinaire. Dans une moindre mesure, Ziyech, mais Ziyech, voilà, il est clairement sur la fin de sa carrière. Mohamed Wahabi, il a quand même fait des choix assez forts avant même de commencer cette compétition. Ouais, exactement. Et on sent que c'est quelqu'un qui a ses idées en tête. Moi, j'aime bien les hommes de conviction, justement, comme ça. Et on sent que c'est pas l'opposé de Regragui, mais c'est totalement un autre style. Et au final, c'est une belle prolongation qu'on a, parce qu'un prolongement, je veux dire, entre ces deux hommes, une belle transmission, parce qu'on avait Walid Regragui. Alors, je sais que c'est un peu péjoratif de dire que ce n'est qu'un meneur d'homme. C'est pas qu'un meneur d'homme, évidemment, il y a une tactique en place quand même, etc. Mais c'est vrai qu'il a porté quelque chose de on l'a vu en 2022, c'était de l'ordre du mental, Mhm. c'est de l'approche, comment dire, émotionnelle, Ouais. etc., qui a beaucoup aidé les joueurs. Après, il y en a qui vont comparer en disant il arrive en demi-finale. Alors, arriver en quart de finale en 2026, c'est à peu près la même chose dans le sens où tu as le même nombre de tours que tu as passé, comme il y a les 16e de finale désormais. Donc, en gros, on est un peu sur la même dynamique. Après, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en 2022, le Maroc était une surprise, en Mhm. quelque sorte. Personne n'attendait le Maroc à ce niveau. Arrivé en 2026, tout le monde attend le Maroc, Ouais. justement, et ce n'est plus une équipe surprise. On l'a vu. Moi, je prends simplement le match contre les Pays-Bas, c'est-à-dire que les Pays-Bas n'ont pas joué. Les Pays-Bas ont eu peur réellement et ont attendu les Marocains dans leur camp et ils ont marqué sur un contre. Donc Mhm. c'est la preuve qu'en fait le Maroc est attendu, fait peur désormais et que le Maroc regarde droit dans les yeux les autres écuries. Donc ça c'est un fait. Et Mohamed Ouabi, il est arrivé au mois de mars avec ses idées, ses convictions. Il a eu peu de temps réellement pour créer quelque chose, mais on a tout de suite vu que les joueurs ont adhéré. Et moi, je trouve ça magnifique parce que parfois, c'est très compliqué quand tu es un entraîneur qui n'est pas forcément reconnu du grand public, qui n'a fait que ses gammes, entre guillemets, chez les jeunes. Alors, toi, tu le connais très très bien en Belgique, avec Anderlecht, etc. Mais c'est vrai que le grand public ne le connaît pas vraiment. Et pourtant, il a montré qu'il était talentueux, qu'il avait ses idées en place, qu'il avait aussi des petites surprises à créer pour les supporters. Enfin, personne ne voyait Saïbari. Alors, on l'avait vu un petit peu avec Regragui à la CAN, un petit peu, mais ça n'avait pas trop fonctionné. Mais mettre Saïbari en neuf, finalement, c'était incroyable et ça a superbement fonctionné sur les premières rencontres et tout le monde était heureux. Donc, moi, j'aime bien quand on a des hommes de conviction comme ça. Je trouve qu'il a réussi sa compétition. Évidemment, la défaite est moche. On va dire qu'il aurait dû faire autrement, etc. Mais moi, je lui en veux vraiment pas parce que je trouve que tout ce qu'il a apporté durant toute cette compétition, cette première mi-temps contre le Brésil, elle est juste incroyable et tout le monde a rêvé. Les louanges du monde entier, quand même, c'est
quelque chose de fantastique. Il a prouvé par la suite. Et moi, je pense que c'est quelqu'un qui va apprendre, c'est quelqu'un qui va tirer les leçons de cette compétition. Il l'a fait par le passé avec les jeunes. Et quand il avait raté sa Coupe d'Afrique des Nations avec les jeunes, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Coupe du Monde U20, il l'a remporté. Donc moi, je pense qu'on peut faire confiance à Mohamed Wabi. Ah, c'est clair, franchement, pour une première sur le banc d'une équipe nationale A, d'une équipe A tout court, faire un quart de finale, et comme tu l'as très justement dit, en plus, c'est vrai que pour une fois, c'est la première édition, on disputait des 16e de finale, on était quand même dans un groupe relativement homogène avec le Brésil, l'Écosse et Haïti. Bah, pour le coup, il y a beaucoup de personnes qui ont sous-estimé Haïti, c'est peut-être l'un des matchs les plus difficiles qu'on ait eu dans cette compétition-là. Les Pays-Bas, comme tu l'as très justement dit, le football total. Moi, j'ai toujours adoré cette équipe des Pays-Bas. À l'époque, quand le Maroc et la Belgique étaient pas terribles, je t'avoue, je supportais les Pays-Bas. J'ai toujours aimé cette équipe-là, le style. Franchement, ils ont joué contre nature, contre nous, et au final, on arrive à les bousculer jusqu'à les éliminer. On revient dans le match dans les tout derniers instants. Moi, je trouve que cette équipe nationale du Maroc sous Wahbi, il y a pas mal de choses qui sont positives. Alors, c'est vrai que le match contre la France, c'est un non-match. On a très rarement été dangereux. La France nous a marché dessus avec une relative facilité. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'était justement le caractère que cette équipe a montré, notamment contre les Pays-Bas. Pareil, contre Haïti, on est mené au score deux fois dans le match et au final on parvient à l'emporter sur le score de 4 buts à 2. Qu'est-ce que j'allais dire aussi? Oui, les Même le remplaçants. Canada. Ouais, le Et, Canada, c'est vrai que la et le première Canada. mi-temps contre le Canada, on a transpiré, hein, Saïd. Et on oublie que le Canada, il y en a qui vont se moquer, tout le monde va dire oui, c'est que le Canada, mais c'est un pays organisateur. Éliminer Ouais, un pays organisateur, c'est ouais. très compliqué. Parce que les mecs ont envie de perdurer, ont envie de rester, ils ont envie de créer la sensation d'aller le plus loin. Et en plus, ils sont en concurrence avec deux autres pays qui le co-organisent. Donc, tu as envie d'être le pays qui va le plus loin possible. Et c'était très compliqué. Mais cette deuxième mi-temps, justement, contre le Canada, elle montre qu'il y a quelque chose de l'aspect aussi mental et physique et en même temps technique qui ont été mis en place par le staff technique. Et moi, je trouve, c'est pour ça que je tire mon chapeau. Évidemment, on va aussi parler des mauvaises choses contre la France qu'on a vues, mais il faut aussi saluer le travail. Ouais, totalement, je te rejoins absolument. Et puis il y a eu des choix gagnants en termes de remplaçants. Je pense à Shemsdine Talbi, que beaucoup critiquaient avant la compétition, qui comprenaient pas du tout, même il y en a certains qui comprenaient pas pourquoi Mohamed Wahabi avait décidé de convoquer Shemsdine Talbi. Shemsdine Talbi, c'est lui qui centre sur le but d'Issa Diop face aux Pays-Bas. C'est lui qui donne aussi la balle du 2-0 à Brahim Diaz, qui ensuite transmet à Rahimi, si je dis pas de bêtises. Donc il y a Shemsdine Talbi, il y a qui encore comme remplaçant qui a fait la différence? Bah, Sofiane Rahimi également. Donc ouais, cette équipe sous Mohamed Wahabi, il y a plus de positifs que de négatifs. Le fait qu'il ait décidé aussi de faire confiance à Ayoub Boadi, qui n'a que 18 ans. Alors certes, il n'a pas fait les mêmes matchs, il n'a pas survolé comme il a l'habitude de le faire à Lille, mais la Coupe du Monde, c'est une compétition à part. Le niveau est extrêmement relevé. Euh, Toi, est-ce que tu espères qu'on parte avec Wahabi jusqu'en 2030? Parce qu'apparemment, il a signé un contrat jusqu'à 2030. Est-ce que tu fais confiance à Mohamed Wahabi? Est-ce que si tu étais le président de la fédération, tu lui donnerais les clés de la sélection jusqu'à au moins la coupe d'Afrique pardon, 2027, voire 2028, voire encore mieux, jusqu'à la Coupe du Monde 2030, Saïd? Complètement. Moi, je repars avec lui. Et moi, c'est quelqu'un qui me plaît. Même l'homme, en fait, dans sa façon de s'exprimer, d'expliquer les choses, d'expliquer ce qui ne va pas, ce qui va, etc. Moi, j'aime beaucoup. Il ne parle pas pour rien. Et c'est quelque chose qui me plaît. Et j'aime beaucoup aussi son style de jeu, son envie. Parce il a vraiment l'envie de régénérer cette équipe. Moi, Walid Regragui, mais je le remercie pour cette demi-finale, je le remercie pour tout parce qu'il nous a fait rêver. Mais c'est vrai qu'on est passé à un autre mood. Et moi, ce que j'aime avec Wahabi, c'est que il n'a pas peur de te dire que si un joueur n'est pas à 100%, tu ne joues pas. Et moi, j'ai bien aimé parce que un Shadi Riyad, il aurait pu jouer, mais à 50%. Et au bout de 15 minutes, il serait sorti contre la France. On aurait eu autre chose. Alors, c'est vrai que le match de la France, comme tu l'as dit, c'était un non-match. Bon, c'était peut-être le mauvais exemple, mais moi, quand même, je trouve que quand tu décides de ne pas faire confiance à un joueur parce qu'il n'est pas à 100%, c'est un choix fort. Quand tu décides de ramener des jeunes joueurs, de les faire jouer, enfin, le match des Pays-Bas, on ne se rend pas compte, mais les joueurs qui sont entrés en seconde période, à part Rahimi qui a passé la trentaine, tous les autres ont 21, 22, 24 ans, etc. Donc c'est assez fou d'un 16e de finale contre les Pays-Bas, quand même, on se rappelle que c'est les Pays-Bas, tu fais rentrer autant de jeunes. Et c'est ça, moi, qui me plaît, c'est de me dire que, eh ben, en fait, l'avenir est beau parce qu'on a un vivier exceptionnel.
On a parlé de Zabiri, Gaman, etc. Mais on n'a même pas parlé de Othman Mahama, qui est juste phénoménal. Baouf, que tu connais aussi très bien, qui est le défenseur qu'on attend. Ou Aïd Boudlal aussi, qui joue à Rennes. Mais enfin voilà, je me dis que l'avenir s'annonce radieux. La seule crainte qu'on a, et je pense que c'est tous les Marocains, on ne veut pas de ça, c'est de savoir si Bounou va décider de prendre sa retraite ou non un jour. Bounou, s'il te plaît, ne prends pas ta retraite. Mettons-le dans le frigo si vous voulez. Joue jusqu'à 45, 60 ans, tout ça, mais reste. Parce que sincèrement, je crois que c'est la seule chose qui nous inquiète. Même si évidemment, on a vu que chez les jeunes, on a de très bons gardiens, évidemment, je taquine. Mais c'est vrai que c'est peut-être la seule crainte que j'ai pour le futur, c'est Yacine Bounou. Je te rejoins totalement encore une fois, Saïd. C'est vrai que bah, j'allais te poser la question de savoir quels sont tes tops et tes flops de ce mondial, évidemment toujours concernant le Maroc. Qui, Yacine Bounou, tu ne peux pas, c'est impossible de ne pas le mettre dans tes tops. Enfin, je sais pas, il faudrait créer une catégorie à part rien que pour Yacine Bounou parce que il a réussi l'exploit de faire peut-être une Coupe du Monde encore meilleure que celle de 2022. Il a été décisif, calme et serein, un leader charismatique. Malheureusement, si je fais la comparaison avec un Achraf Hakimi, c'est vrai qu'Achraf Hakimi, par contre, il y en a beaucoup qui sont beaucoup trop durs envers Achraf Hakimi, hein. Tu vois, l'histoire du sourire. Ok, l'image n'est pas belle à voir après une défaite et une élimination. Je peux comprendre, les gens étaient frustrés. Mais c'est vrai que si on se réfère uniquement à ses performances sportives, on s'attendait peut-être mieux d'Achraf Hakimi en tant que leader et en tant que capitaine. Par contre, Yacine Bounou, c'est peut-être le seul joueur de l'équipe nationale qui, du début à la fin, a tenu son rang. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi, il a été incroyable. Et je vais répondre un petit peu à Kylian Mbappé, justement, parce qu'il disait que son penalty, il l'avait raté à cause du laps de temps qu'il a attendu, justement. Et moi, non, je pense pas. Je pense que réellement, Yacine Bounou rentre dans l'esprit de tous les adversaires. Quand tu as un gardien de but qui arrête autant de penalty, forcément, à un moment, ça te perturbe. Tu te dis, bon, comment je vais le tirer, ce penalty? Donc, il faut arrêter de nous faire croire que c'était à cause du laps de temps, Kylian. Mais non, mais plus globalement, oui. Bounou, il est incroyable comme tu l'as. Enfin, je vais pas répéter ce que tu as dit, mais il a fait pratiquement une meilleure Coupe du Monde qu'en 2022. C'est fou de se dire ça, alors que sa Coupe du Monde 2022 est exceptionnelle. Ce penalty arrêté contre les Pays-Bas, enfin, lors de la séance de tir au but, elle est juste folle. Donc, Kylian Mbappé, puis il a sauvé à plusieurs fois, à plusieurs reprises le Maroc. La première mi-temps contre le Canada, s'il n'est pas là, il y a facile 1, 2, voire 3-0 à la mi-temps. Donc, c'est là où on voit qu'on a ce type de leader qui est important. Et Yacine Bounou est véritable, quand on parle de portier, de gardien, de sauveur, bah oui, il l'incarne à merveille et ça fait plaisir. A contrario, oui, on a des joueurs qui ont été en deçà. Oui, Hakimi, moi je l'ai dit enfin, je l'ai dit dans les premiers, évidemment, Hakimi a raté même toute sa Coupe du Monde. Globalement, tu le sentais en dedans, il n'a pas été le leader qu'on avait envie de voir, etc. Après, oui, on ne peut pas critiquer parce qu'il a fait un sourire. C'est la loi des réseaux sociaux. Tu sais très bien comment ça se passe. On va capturer un moment, une vidéo de 3 secondes où il est en train de sourire parce que des joueurs sont venus le voir, etc., pour lui remonter le moral. Et voilà. Et comme par hasard, la caméra est sur lui à ce moment-là. Et ça fait le tour des réseaux sociaux. Mais on ne peut pas lui en vouloir parce que tout à l'heure, je parlais de la fraîcheur physique des joueurs avec les déplacements. Mais Hakimi, quand tu ressasses tout ce qui s'est passé il y a 2 ans, enfin même plus, en fait, depuis les JO 2024, c'est quelqu'un qui n'a pas eu d'été. JO Ouais. 2024 avec l'équipe du Maroc, elle a décroché la médaille de bronze. Je rappelle à tout le monde qu'il a été chercher cette médaille de bronze historique aux Jeux Olympiques. Il a enchaîné ensuite avec la saison du Paris Saint-Germain. Il gagne la Ligue des Champions. Il va faire la Coupe du Monde des clubs l'an dernier à la même époque. Il revient saison, on recommence. Il se blesse en plus avec Luis Diaz. Il vient faire la Coupe d'Afrique des Nations. Il donne le maximum pour jouer, mais on a vu qu'il était peut-être revenu un peu trop tôt, parce que justement sur cette Coupe d'Afrique, quand il est revenu en plein, je crois que c'était quart de finale où il commence à jouer, ou demi-finale, ouais, quart de finale, Je pense, on ouais. sent qu'il est déjà moins bien. La finale, il est moins bon. Il renchaîne avec le reste de la saison. Il vient disputer la Coupe du Monde. Je pense que le physique actuel de Achraf Hakimi, ça doit quand même être sur une corde très, 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 très raide, et il faut faire attention. Donc oui, il n'a pas été top, mais il faut quand même penser à tout ça. Ouais, c'est clair. Et puis au niveau des tops, tu penses à qui d'autre? Moi, je te dirais clairement Noussir Mazraoui, que ce soit au niveau de
tempérament, de son leadership et de ses performances. Le match contre la France, il joue pas à son poste de prédilection défense centrale, et hormis le penalty qu'il provoque contre Mbappé. Mais quand tu regardes bien les images, Mbappé, c'est un petit filou, hein, parce que Oh je oui. pense qu'il y a quasiment pas contact. Mais bon, on va pas revenir, on va pas revenir là-dessus. Donc moi, je te citerai évidemment Bounou hors catégorie. Mazraoui, Chadi Riyad, malheureusement, avant qu'il se blesse, il fait quand même une bonne Coupe du Monde. Issa Diop, il est monté en puissance progressivement. Et puis il y a ce but iconique contre les Pays-Bas. Évidemment, Saibari, qui lui aussi ne joue pas vraiment à son poste de prédilection, qui met 3 buts, dont un contre le Brésil. Et tu sens que dans la manière avec laquelle il finit les actions, tu sens qu'il a du buteur en lui. Tu vois, la finesse, le lob, les frappes en puissance. Donc voilà, moi je penserais à eux pour les tops, et pour les flops, bah, je dirais quand même malheureusement, étant donné son statut Hakimi, étant donné son statut aussi peut-être Brahim Diaz, même s'il finit avec 4 passes décisives. Je sais pas si tu penses à d'autres joueurs pour les tops et les flops, toi. Il y en a un que j'aurais pu mettre, mais il s'est bien remis. Franchement, il s'est révélé dès, ouais, j'ai envie de dire le Canada. Ouais, dès le Canada, en fait, on l'a vu. Même là, pour finir contre la France, c'est les 20 dernières minutes où il a été bon. Ounahi, en Ouais. fait, on ne l'avait pas vu sur les premiers matchs et on commence, moi, réellement, je commençais à m'inquiéter. Je me dis, mais où il est où le Ounahi de 2022, celui qu'on connaît, etc. Et finalement, il est monté en puissance. Donc, lui, si je veux un peu être. Après, c'est dur d'être vilain. On va pas dire flop, mais. euh, Peut-être Bilal Khanous, que j'aurais bien aimé voir un peu plus décisif, mais il a quand même été bon sur son côté. Et puis, au pied levé, il remplace Abdé, mais peut-être j'aurais attendu peut-être encore un peu mieux. Et peut-être Nail, même si lui aussi, dans les premiers matchs, a été bon, il s'est éteint petit à petit. J'ai l'impression qu'on l'a moins vu, peut-être la fraîcheur physique. Donc, si voilà, on va dire, c'est pas des flops, mais ceux qui ont été moins bons, je dirais quand même Nail, je m'attendais quand même à un peu mieux, et Bilal. Ouais, Bilal Khnous qui évoluait sur le côté gauche alors qu'à la base c'est un numéro 10. Mais bon, comme tu Exactement. l'as dit, malheureusement, les Zelzouli qui se blessent lors du match amical contre la Norvège, ça nous a fait du mal. On va pas revenir là-dessus, hein, on en a parlé tout à l'heure, mais à chaque Coupe du Monde, à chaque compétition même, hein, pas que les Coupes du Monde, on fait face à pas mal de blessures. En plus, c'est des blessures qui touchent nos leaders, Igamen, Naïef Aguerd, etc. Écoute, Saïd, merci beaucoup de m'avoir accordé de ton temps. Il me reste quand même une dernière question qui risque de nous prendre peut-être aussi pas mal de temps à voir avec toi, mais j'aimerais savoir au final, comme conclusion, est-ce que tu dirais que cette Coupe du Monde de la part de nos Lions, est-ce que c'est une réussite ou est-ce que c'est aussi un flop étant donné qu'en 2022, on a été jusqu'en demi-finale? Moi, je dis que ça reste une réussite, mine de rien. À froid, quand on va réfléchir, on va se dire, ah oui, on est revenu dans le top 8. L'important, c'était de revenir. Et en fait, c'est ce qu'on a réussi à faire. Pourquoi? Tu reviens dans le top 8 mondial. Tu confirmes ta présence justement dans ce top 8. Et ça, c'est vachement important parce que, évidemment, 2022, tu pouvais dire, ah, c'était de la chance, une surprise, etc., etc. Et cetera. Et non, là, tu reviens et en plus, tu affrontes des grosses écuries. Maintenant, pour pas que ce soit un véritable flop ou un raté, comme on peut le dire dans le futur, il faut encore apprendre et il faut revenir. On a beaucoup d'équipes qui ne reviennent pas dans un quart de finale ou une demi-finale. Moi, je me rappelle de 2002, la Turquie qui va en demi-finale. Au final, est-ce qu'on a revu la Turquie à ce niveau? Jamais. La Corée du Sud, pareil, etc. Le Sénégal, on les a vus en 2002, pareil, quart de finale, ils ne sont jamais revenus. Donc voilà. Donc l'important, c'est de revenir. Et après être revenu, il faudra confirmer et passer ce step. On va dire on va excuser ce raté contre la France, mais on l'excusera s'il est bien interprété par le staff technique et les joueurs, bien compris, pour qu'en 2030, en plus ce sera à domicile, Mhm. tu puisses réussir réellement quelque chose et aller titiller encore plus, aller chercher une demi-finale, voire une finale, voire évidemment le titre. Parce que ce qui est bien maintenant dans cette équipe et dans cette fédération, c'est que justement, il y a cette ambition qui est mise en place. C'est-à-dire que, et c'est là où j'aime aussi ce côté. Alors, les Marocains, on est un peu trop dans l'excès. Quand ça va bien, on est champion du monde. Quand ça ne va pas, on Ouais, est nul. Mais ouais. on est tous comme ça, on est dans l'émotion et c'est comme ça. Mais ce que j'aime, c'est qu'on est déçu. En fait, on est déçu, même les joueurs sont déçus, le staff est déçu. Et moi, c'est ce que je voulais, enfin, ce que je voulais voir à la fin quand j'ai vu qu'on allait perdre. Je voulais voir leur réaction. Et le fait d'être déçu, de s'arrêter en quart de finale et de ne pas dire, ouais, youpi, on a fait quand même les quarts de finale, et bah, je trouve que déjà, il y a quelque chose qui a changé dans la mentale. Et ça, c'est hyper important. Ça veut dire que c'est bénéfique pour la suite. Si tu es triste là, tu vas revenir beaucoup plus fort après.
C'est clair. Bah écoute, moi aussi je vais te donner mon avis parce que c'est une question qui me tient à cœur. Écoute, Saïd, toi et moi on est des anciens, hein. Je te le disais, je suis l'équipe nationale depuis des années, depuis avant 2004 et la fameuse finale de Coupe d'Afrique perdue en Tunisie contre la Tunisie. Et je pense qu'il y a beaucoup de supporters marocains. Bon, il y a beaucoup de jeunes aussi, tu vois, qui suivent le foot, qui n'ont pas connu les années terribles, les années noires avec, tu sais, je sais pas si tu te souviens, oui, tu te souviens très certainement du trio magique, la Hassan Moumen et ses adjoints, là, les fameux, ou Rachid Taoussi, qui est un bon coach, qui est un très bon coach, Rachid Taoussi, mais je me souviens de cette défaite cinglante 3-1 contre la Tanzanie à Dar es Salaam. Je me Oh là souviens là, de oui. l'époque où on se qualifiait pas à la Coupe d'Afrique, que quand tu te qualifiais à la Coupe du Monde, tu célébrais, t'allais dehors et tu vois, c'était un succès en soi. Moi, je me souviens très, très bien de ces années-là, les années de vache maigre, et je me dis que là, on fait la fine bouche avec un deuxième quart de finale consécutif. Encore une fois, on s'est tapé trois top 10 là sur notre chemin. On perd finalement qu'un match contre la France qui a de très grandes chances d'aller jusqu'au bout de cette compétition avec les quatre fantastiques, comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est une équipe qui est extraordinaire. Et encore une fois, ça vient de la part d'un belgo-marocain qui s'est fait traumatiser plus d'une fois contre cette équipe de France. Mais il faut rester réaliste. Cette équipe, elle est à des années-lumière de la concurrence. Donc pour moi, c'est une Coupe du Monde réussie, même si c'est vrai que contre la France, on n'a pas existé. C'est frustrant, décevant. Mais ça reste, ouais, ça reste un exploit. On est la première équipe de l'histoire de l'Afrique à enchaîner deux quarts de finale consécutifs. Le plus de buts marqués, le plus de victoires aussi pour une équipe africaine en Coupe du Monde. En 2022, on était une surprise. Là, on nous attendait, mais on arrive quand même en quart de finale. Enfin bref, il y a des choses à tirer, il y a des leçons à tirer évidemment. Il y a une marge de progression qui est encore énorme. Tu l'as dit, 2030, c'est à la maison. Mais je pense que l'avenir est radieux. Et avec du travail, avec le sérieux de cette fédération, avec le soutien aussi du roi Mohamed VI, je pense on peut viser encore plus haut en 2030, Inch'Allah. Inch'Allah, tu as complètement raison. Et ouais, je vais pas paraphraser, mais c'est exactement ça. Maintenant, il y a un défi qui attend Mohamed Wabi, c'est cette CAN 2027. Et c'est vrai qu'il va falloir voir justement comment il va gérer ça. Mais on a hâte parce que c'est prometteur. Et c'était un vrai plaisir de discuter avec toi. Encore une fois, Saïd, je sais que je me répète. Pour une première vidéo sur cette chaîne d'Ima Atlas, je ne pouvais pas espérer un meilleur intervenant que toi. Donc, un grand merci encore une fois. Pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, n'hésitez pas à foncer à la FNAC et à vous procurer le livre de l'histoire du football africain. Suivez également Saïd sur ses réseaux sociaux. Je mettrai le lien dans la description. Bah écoute, passe un bon dimanche et à la prochaine, Inch'Allah, pour une nouvelle interview. Merci Ilias, merci pour ton invitation. Moi, je te le répète aussi, mais c'est un vrai plaisir de discuter avec toi. On pourrait discuter des heures, tu le sais très bien. Et de toute façon, on continuera sur WhatsApp, comme tout le monde, comme bon Marocain. Et non, mais bravo, bravo pour ce que tu fais. Continue comme ça. Et moi, c'est un vrai plaisir de te suivre. Suivez-le tous, vraiment. Suivez-le tous parce que, il y a du très lourd qui arrive encore. Un très grand merci et Dima Maghreb. Dis-moi, Maghreb.